Une virtuose cachée. L'histoire de Claire Harper. Dans son modeste appartement de San Francisco, les doigts de Claire Harper dansaient sur les touches usées de son vieux piano droit. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux fins, baignant le petit salon d'une lueur douce. À 35 ans, ses boucles auburn encadraient un visage où se mêlaient douceur et détermination. Elle acheva le nocturne de Chopin avec une touche délicate, puis jeta un œil à sa montre. Déjà 8h30. Encore en retard pour le travail, murmura-t-elle, refermant le couvercle du piano à contre-cœur. Son appartement, niché dans un vieux quartier victorien, n'avait rien d'extraordinaire, mais le piano, que le propriétaire l'avait autorisé à garder, était son trésor. Elle enfila rapidement son uniforme, un cardigan beige et un pantalon noir, pour son emploi à l'école de musique Fillmore, où elle enseignait le piano aux débutants. Ce n'était pas la carrière de concertiste dont elle avait rêvé autrefois, mais cela la maintenait connectée à la musique. 20 ans plus tôt, Claire était une prodige, formée au Conservatoire de San Francisco, promise à un avenir brillant. Fille d'une mère célibataire qui avait tout sacrifié pour son éducation, elle semblait destinée à la grandeur. Mais la vie en avait décidé autrement. La maladie de sa mère, les factures médicales et le choix déchirant d'abandonner ses études pour s'occuper d'elle avaient brisé cet élan. Après le décès de sa mère, Claire avait perdu ses économies et l'élan de sa carrière. « La musique reste la musique », lui avait dit sa mère dans ses derniers jours. « Que tu joues à Carnegie Hall ou dans notre salon, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui compte. » Ces mots guidaient Claire, qui trouvait du bonheur à enseigner aux enfants, à jouer dans des événements communautaires ou à l'église locale. Le monde élitiste de la musique classique, autrefois à sa portée, semblait désormais à des années-lumière. Ce soir-là, Claire travaillait comme serveuse lors d'un gala de collecte de fonds pour l'Orchestre symphonique de San Francisco, grâce à son amie Sarah, coordinatrice d'événements. Dans sa robe noire toute simple et son cardigan beige, elle se sentait déplacée parmi les robes de créateurs et les smokings. Elle circulait avec un plateau de canapé, essayant de se fondre dans l'ombre, mais ses yeux revenaient sans cesse au magnifique piano à queue Steinway au centre de la salle de récital. « Impressionnant, n'est-ce pas? » lança une voix. Une femme âgée, Eleanor Winters, membre du conseil d'administration, l'observait avec bienveillance. « Vous jouez? » demanda-t-elle. « Avant, oui. Maintenant, j'enseigne, » répondit Claire avec un sourire timide. « Quel dommage, » dit Eleanor, sincère. Leur échange fut interrompu par l'arrivée de Victor Reynolds, le jeune et arrogant président du département de piano du conservatoire, star de la soirée. Il ignora Claire, la reléguant au rang de simple serveuse, jusqu'à ce qu'Eleanor la présente comme pianiste. « Vraiment? Professionnel? » demanda Victor avec un sourire condescendant. « J'enseigne aux débutants, » répondit Claire, gênée. « Charmant. Tout le monde ne peut pas supporter la rigueur d'une vraie formation classique, » ajouta-t-il, déclenchant un ricanement parmi ses étudiants. Piquée par son ton, Claire rétorqua doucement. « La véritable compréhension musicale va au-delà de la technique. Sans cœur, c'est vide. » Victor se crispa. « Une perspective intéressante de la part de quelqu'un qui sert des amuse-bouches. Où avez-vous étudié déjà? » « Au conservatoire, il y a des années, » répondit-elle. Il la toisa, sceptique. « Et pourtant, vous êtes ici. » Humiliée, Claire s'éloigna, mais Victor lança une dernière pique. « Il y aura une session impromptue après le programme. Les employés peuvent observer si vous voulez voir ce que le chœur allié à du véritable talent donne. » La foule l'observait, et Claire sentit le poids de son mépris. Plus tard, après une performance techniquement parfaite mais froide de Victor, il continua de critiquer les amateurs et leur manque de discipline. Quand il la provoqua à nouveau, demandant son avis sur sa performance, Claire répondit calmement. C'était parfait techniquement, mais ça manquait de cœur. Un murmure choqué parcourut la salle. Victor, piqué au vif, la défia. « Pourquoi ne pas nous montrer ce cœur dont vous parlez? Jouez. » Prise au piège, Claire hésita.
Elle n'avait pas joué en public depuis des années, encore moins devant une telle audience. Mais les moqueries de Victor, son mépris pour ses élèves et son propre parcours brisèrent quelque chose en elle. « Un morceau » dit-elle, la voix ferme. Sous les regards curieux et les chuchotements, Claire s'assit au Steinway. Ses mains tremblaient légèrement, mais un souvenir de sa mère la guida. La musique, c'est une conversation, Claire. C'est dire quelque chose de vrai. Ignorant le sourire narquois de Victor, elle choisit Clair de lune de Debussy, un morceau simple mais profondément émouvant, qui reflétait son propre parcours entre lumière et ombre. Dès les premières notes, délicates comme un reflet de lune, la salle retint son souffle. Claire ne jouait pas pour impressionner, mais pour exprimer. Sa version de Clair de lune, limpide et sincère, transforma le morceau familier en quelque chose de nouveau. Les murmures cessèrent, les serveurs s'immobilisèrent, même Victor sembla déstabilisé. Mais Claire ne s'arrêta pas là. Sans pause, elle enchaîna avec l'étude révolutionnaire de Chopin, un défi technique et émotionnel. Les accords puissants explosèrent, surprenant l'audience. Ses doigts volaient sur les touches, avec une précision et une passion qui contredisaient ses années loin de la scène. Elle jouait avec une authenticité brute, chaque note portant le poids de ses luttes, de ses rêves différés, de sa révolte silencieuse. La salle était hypnotisée. Les étudiants de Victor, autrefois moqueurs, regardaient avec admiration. Eleanor murmura à Victor, toujours convaincue qu'elle devrait se limiter à enseigner au clair de la lune. Lui, figé, observait en silence, son arrogance ébranlée. Quand Claire conclut, les dernières notes résonnèrent dans un silence absolu. Puis, une ovation éclata, spontanée et puissante. Les invités se levèrent, criant « Bravo !» Claire, encore assise, était submergée. Elle n'avait pas joué pour les applaudissements, mais pour la vérité. Pourtant, cette reconnaissance était bouleversante. Les mêmes personnes qui l'avaient ignorée toute la soirée l'entouraient maintenant, lui tendant des cartes de visite, posant des questions sur son parcours. Victor, visiblement secoué, lui tendit sa carte. « Vous avez un don remarquable. Nous devrions discuter de votre avenir. » Claire répondit calmement. « J'ai déjà cultivé mon don, mais merci. » Dans les semaines qui suivirent, la vidéo de sa performance devint virale dans les cercles musicaux. Le San Francisco Chronicle publia un article intitulé « Virtuose cachée, la serveuse qui a stupéfié l'orchestre ». Les offres affluèrent, concerts, conservatoires, labels. Mais Claire resta fidèle à elle-même. Elle accepta un poste à temps partiel au conservatoire tout en continuant à enseigner à Fillmore. Elle donna quelques récitals, dont un pour financer l'éducation musicale dans les communautés défavorisées. 6 mois plus tard, elle se produisit dans la même salle, devant une foule comble. Au premier rang, ses élèves de Fillmore rayonnaient de fierté. Vêtue de son cardigan beige signature et d'une robe noire élégante, elle s'adressa au public. La musique n'est pas une question de titre ou de pédigree. C'est parler avec vérité à travers le son. Ne laissez jamais personne vous convaincre que votre voix ne mérite pas d'être entendue. Puis elle joua, non pour impressionner, mais pour connecter, comme elle l'avait toujours fait. L'histoire de Claire nous rappelle que le talent extraordinaire se cache souvent sous des apparences ordinaires. Avez-vous déjà été sous-estimé ou découvert un talent caché chez quelqu'un? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si vous êtes à San Francisco, Boston ou ailleurs, faites-le nous savoir. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires inspirantes. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui nous rappellent de voir au-delà des apparences et de reconnaître le génie là où on ne l'attend pas. Cette traduction
capture l'essence de l'histoire, les émotions et les thèmes centraux, résilience, authenticité, triomphe face au mépris, tout en restant concise pour une lecture fluide en français. Si vous souhaitez une traduction plus détaillée ou une section spécifique, n'hésitez pas à préciser. Le petit appartement de Claire Harper, niché dans un coin délavé d'un quartier victorien de San Francisco, vibrait doucement sous les notes du piano droit qui trônait au centre de son salon. Les touches, usées par des décennies d'amour, répondaient à ses doigts avec une familiarité intime, presque comme une vieille amie. Ce matin-là, la lumière dorée de l'aube filtrait à travers les rideaux élimés, jetant des ombres dansantes sur les murs ornés de photos jaunies et de partitions annotées. À 35 ans, Claire, avec ses boucles Auburn qui cascadaient sur ses épaules, acheva le nocturne en mi bémol majeur de Chopin avec une délicatesse qui semblait suspendre le temps. Ses yeux verts, où se mêlaient douceur et une pointe de mélancolie, se posèrent sur sa montre. « Déjà 8h30, soupira-t-elle, refermant le couvercle du piano avec un mélange de tendresse et de frustration. Toujours en retard. L'appartement, modeste mais chaleureux, était un refuge dans une ville où le coût de la vie semblait vouloir chasser ceux qui, comme Claire, vivaient pour autre chose que l'argent. Le piano, un héritage du précédent locataire, était la seule condition qu'elle avait posée au propriétaire. Elle ne pouvait imaginer vivre sans lui. En hâte, elle troqua son pull confortable contre l'uniforme requis pour son travail à l'école de musique Fillmore. Un cardigan beige, un pantalon noir et des chaussures plates qui avaient connu trop de saisons. Ce n'était pas la carrière de concertiste qu'elle avait imaginée adolescente, lorsqu'on la surnommait la prochaine Martha Argerich dans les couloirs du conservatoire de San Francisco. Mais enseigner le piano à des enfants, guider leurs petites mains sur des mélodies simples, lui apportait une joie sincère. Cela payait aussi le loyer, ou du moins, une partie. 20 ans plus tôt, Claire était une étoile montante, fille d'une mère célibataire, une couturière aux doigts agiles et au cœur immense. Elle avait grandi dans un minuscule appartement où la musique était un luxe rare mais précieux. Sa mère, Marie, avait économisé chaque centime pour lui offrir des leçons au conservatoire, sacrifiant ses propres rêves pour ceux de sa fille. À 15 ans, Claire jouait déjà devant des salles combles. Son nom murmurait dans les cercles classiques comme une promesse. Mais la vie, imprévisible et cruelle, avait d'autres plans. La maladie de Marie, un cancer qui s'était propagé trop vite, avait forcé Claire à abandonner ses études pour s'occuper d'elle. Les factures médicales s'étaient accumulées, engloutissant leurs maigres économies. À la mort de sa mère, Claire avait 20 ans, un cœur brisé et un avenir qui semblait s'effondrer. « La musique, c'est la musique », lui avait murmuré Marie dans ses derniers jours, sa voix faible mais ferme. « Que tu joues à Carnegie Hall ou dans notre cuisine, c'est ce que tu portes dans ton cœur qui compte. » Ces mots étaient devenus le mantra de Claire. Elle les répétait mentalement lorsqu'elle enseignait à ses élèves, lorsqu'elle jouait pour des mariages ou des événements communautaires, ou lorsqu'elle se réveillait à 3 heures du matin, hantée par ce qu'aurait pu être sa vie. Ce matin-là, alors qu'elle traversait les rues brumeuses de San Francisco, un café à la main, son téléphone vibra. Un message de Sarah, sa meilleure amie depuis l'enfance. « N'oublie pas ce soir, gala de collecte de fonds pour la symphonie. Je t'ai décroché un job de serveuse. Bon salaire plus entrée gratuite. Mettre quelque chose de chic. » Claire grimaça. Chic n'était pas un mot qui décrivait sa garde-robe. La robe noire qu'elle portait pour les rares occasions spéciales et son fidèle cardigan beige étaient ce qu'elle avait de mieux. San Francisco avait changé, tout comme le monde de la musique classique, désormais dominé par les apparences et les relations. La ville, avec ses immeubles high-tech et ses loyers astronomiques, semblait divisée entre ceux qui prospéraient et ceux qui, comme Claire, survivaient à peine. À l'école Fillmore, elle accueillit sa première élève, Emma,
une fillette de 8 ans aux couettes désordonnées, avec un sourire chaleureux. « Rappelle-toi, Emma, » dit-elle en guidant ses petites mains sur les touches. « La musique, ce n'est pas pour impressionner les autres. C'est pour exprimer ce que tu ressens. » Emma hocha la tête, concentrée, tandis que les notes hésitantes de Twinkle, Twinkle, Little Star emplissaient la pièce. Ces moments, simples mais précieux, rappelaient à Claire pourquoi elle continuait. Le soir venu, le Davies Symphony Hall scintillait comme un bijou. Les lustres de cristal projetaient des éclats de lumière sur les moulures dorées, et l'air vibrait du murmure des conversations, du tintement des flûtes de champagne et des notes discrètes d'un quatuor à cordes. Claire, dans sa robe noire et son cardigan beige, se sentait comme une intruse parmi les robes de couturier et les smokings impeccables. Ses boucles auburn, qu'elle avait tenté de discipliner en un chignon, menaçaient déjà de s'échapper. Elle portait un plateau de canapé, s'efforçant de sourire comme le lui avait ordonné le responsable du traiteur. « Souriez, ces gens donnent des milliers à la symphonie ce soir. » Elle glissait entre les invités invisibles, son regard attiré irrésistiblement par le piano à queue Steinway au centre de la salle de récital adjacente. Son ébène poli brillait sous les projecteurs, et Claire pouvait presque sentir le poids parfait de ses touches sous ses doigts. Elle s'arrêta un instant, hypnotisée, jusqu'à ce qu'une voix l'attire de sa rêverie. Sacré monstre, n'est-ce pas? Une femme âgée, élégante dans une robe de soie bleu nuit, l'observait avec des yeux perçants. « Vous jouez? » demanda-t-elle. « Autrefois, » répondit Claire, un sourire timide aux lèvres. « Maintenant, j'enseigne. »« Quel gâchis, » dit la femme, sincère. « Je m'appelle Eleanor Winters, membre du conseil d'administration. Et vous? »« Claire Harper. Juste de l'aide pour ce soir. » Eleanor rit doucement. La musique se fiche des titres, ma chère. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un groupe d'étudiants du conservatoire mené par un homme grand, aux cheveux impeccablement coiffés et à l'aura arrogante. Victor Reynolds, le plus jeune président du département de piano du conservatoire, est la vedette de la soirée. « Eleanor, je vous cherchais », lança-t-il, embrassant la joue de la vieille dame. Ses yeux glissèrent sur Claire, la réduisant instantanément à une simple employée. Il prit un canapé de son plateau sans un regard. Eleanor, avec une pointe de malice, fit les présentations. « Victor, voici Claire Harper. Elle est aussi pianiste. » Victor haussa un sourcil. « Vraiment? Professionnel? »« J'enseigne aux débutants, » répondit Claire, sentant ses joues s'empourprer. « Adorable, » dit-il, son sourire aussi fin qu'une lame. « Il faut bien des gens pour apprendre les bases aux enfants. » Un de ses étudiants ricana, et Claire lutta pour ne pas se recroqueviller. « Tout le monde ne peut supporter la rigueur d'une formation classique, » ajouta Victor, condescendant. Quelque chose en Claire, peut-être la présence rassurante d'Eleanor ou le mépris dans la voix de Victor, la poussa à répondre. « La véritable compréhension musicale va au-delà de la technique, » dit-elle doucement. « Sans cœur, c'est vide. » Le sourire de Victor se figea. « Pardon? » « Je veux dire que la technique sans émotion, c'est creux, » précisa Claire, regrettant immédiatement ses mots. « Une opinion fascinante, venant de quelqu'un qui sert des amuse-bouches, » rétorqua Victor, glacial. « Où avez-vous étudié, déjà? »« Au conservatoire, il y a des années, » répondit-elle, la gorge serrée. « Vraiment? Et pourtant, vous êtes ici. » Il marqua une pause, savourant son effet. « Cela prouve bien mon point, non? » Humiliée, Claire s'excusa et s'éloigna, les joues brûlantes. Victor lança une dernière pique. « Nous aurons une session impromptue après le programme. Les employés peuvent regarder, si vous voulez voir ce que le cœur et le talent donnent ensemble. » « Et ça, oh, 10 champagne. »
Les hâtes et les rires étouffés des invités et les regards curieux pesaient sur elle comme une chape de plomb. Le programme officiel se conclut par une performance de Victor, une pièce de Liszt exécutée avec une précision chirurgicale qui arracha des applaudissements nourris. Pourtant, Claire, qui ramassait des flûtes de champagne vides, trouva son jeu mécanique, dénué de l'étincelle qui transforme les notes en émotions. La soirée passa à une phase plus détendue, les invités se dispersant entre la réception et la salle de récital. Alors qu'elle débarrassait, Claire surprit Victor discourant devant un groupe de donateurs. Le problème avec l'éducation musicale aujourd'hui, c'est qu'on a abaissé les standards. Tout le monde pense pouvoir être pianiste avec quelques leçons et de la passion. Il mima des guillemets avec un sourire narquois. Eleanor, à la périphérie du groupe, fronça les sourcils. Quand elle croisa le regard de Claire, elle lui adressa un hochement de tête encourageant. Le débat s'enflammait lorsque le responsable du traiteur s'approcha de Claire. « On manque de personnel pour le ménage. Vous pouvez rester 1 heure de plus ?» demanda-t-il, assez fort pour attirer l'attention. Tous les regards convergèrent vers elle. Victor saisit l'occasion. « Ah, notre pianiste devenue serveuse !» lança-t-il, son sourire venimeux. « Dites-moi, quel est votre avis sur la rhapsodie hongroise de Liszt? En tant qu'ancienne étudiante du conservatoire, vous devez avoir un éclairage unique. » La provocation était évidente. Claire posa son plateau, le cœur battant. « C'était techniquement parfait, dit-elle. Une pause. Mais ça manquait de cœur. » Un murmure choqué parcourut la salle. Victor plissa les yeux. « Le cœur, » répéta-t-il, moqueur. Cette qualité vague à laquelle s'accrochent les amateurs quand ils ne maîtrisent pas la technique. Claire savait qu'elle aurait dû s'arrêter là, s'excuser, retourner à son travail. Mais le mépris de Victor, son arrogance, allumèrent une étincelle de défi qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « La musique, ce n'est pas seulement jouer les bonnes notes, » dit-elle. « C'est leur donner un sens. » Victor éclata d'un rire sec. « Facile à dire depuis les coulisses, non? Pourquoi ne pas nous montrer ce cœur dont vous parlez? » Il désigna le Steinway d'un geste théâtral. « Allez-y. »« Je travaille, » répondit Claire, jetant un regard à son responsable qui semblait horrifié. « Je suis sûr que votre employeur vous excusera pour une petite leçon de culture, » insista Victor. « À moins que vous ne soyez que parole. » Eleanor intervint. « Victor, ça suffit. » Mais il était trop lancé, jouant pour la foule. « Un morceau, celui de votre choix. Montrez-nous cette qualité émotionnelle qui manque à mon jeu. » Claire se sentit acculée. Les regards des invités, les ricanements des étudiants, l'inquiétude d'Eleanor, tout convergeait vers elle. Elle ouvrit la bouche pour refuser, mais Victor l'interrompit. « Comme je le pensais, critiquer est toujours plus facile que jouer. Peut-être devriez-vous vous en tenir à enseigner au clair de la lune aux enfants. » Ce fut la goutte de trop. En moquant ses élèves, ces enfants qui abordaient la musique avec une joie pure, Victor avait touché une corde sensible. « Un morceau, » dit Claire, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Victor parut surpris, puis satisfait, comme un prédateur ayant piégé sa proie. « Excellent. Voyons ce que servir des canapés a fait à votre formation au conservatoire. » Le responsable du traiteur attrapa le bras de Claire. « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ici pour travailler. »« Juste 1 minute, » promit-elle, incertaine de conserver son emploi après cela. La foule s'écarta, formant un chemin vers le Steinway. Claire avança, sa robe noire et son cardigan beige contrastant avec les tenues somptueuses autour d'elle. Chaque pas semblait amplifier le poids du moment. Devant le piano, elle s'arrêta, submergée par le doute. Que faisait-elle? Elle n'avait pas joué en public depuis des années, encore moins sur un instrument de cette qualité, et certainement pas devant l'élite musicale de San Francisco. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant le banc.
Victor, bras croisés, arborait un sourire satisfait. Il avait tout orchestré. Soit elle refusait, prouvant son point sur les critiques amateurs, soit elle jouait et s'humiliait après tant d'années loin de la scène. « On attend !» lança-t-il, consultant sa montre avec une impatience feinte. Claire posa ses doigts au-dessus des touches, l'esprit en ébullition. Quel morceau choisir? Quelque chose de techniquement impressionnant pour défier Victor. Quelque chose d'émotionnel pour prouver son point. Un souvenir surgit. Sa mère, assise à ses côtés sur leur vieux banc de piano, guidant ses petites mains. La musique, c'est une conversation, Claire. Ce n'est pas pour se vanter, c'est pour dire quelque chose de vrai. Elle croisa le regard d'Eleanor qui lui sourit avec encouragement. À ses côtés, Sarah, arrivée entre-temps, semblait à la fois inquiète et intriguée. « Mademoiselle Harper semble avoir des doutes », annonça Victor. « C'est compréhensible. L'anxiété de la performance touche beaucoup d'anciens étudiants. » Pas. Anciens étudiants. Le mot la piqua au vif. Claire n'avait jamais cessé d'être musicienne, même si la vie l'avait écartée du chemin qu'elle avait imaginé. Elle pensa à ses élèves. Emma, tremblante lors de son premier récital. Marcus, 6 ans, rayonnant après avoir maîtrisé une mélodie simple. Les adolescents trouvant refuge dans la musique. Elle leur enseignait que la musique était une question de courage et d'expression, pas de perfection. Quel genre de professeur serait-elle si elle ne suivait pas ses propres conseils? Claire redressa les épaules et posa ses mains sur les touches. Le contact frais de l'ivoire était comme un retour à la maison. « En fait, » dit-elle calmement, « je choisissais juste quoi jouer. » Victor haussa un sourcil, déconcerté qu'elle n'ait pas reculé. « Quelque chose avec du cœur, je présume, » railla-t-il. « Exactement, » répondit Claire, un calme profond l'envahissant. Elle prit une inspiration, bloquant les murmures de la foule, le décor opulent, le regard jugeant de Victor. À cet instant, il n'y avait qu'elle et le piano, cette relation qui l'avait soutenue à travers tout. Elle choisit Claire de Lune de Debussy, non pas le morceau le plus technique, mais un poème musical exigeant sensibilité et profondeur émotionnelle. C'était un reflet de son propre parcours, de la lumière à l'ombre, puis de nouveau vers la lumière. Victor, devinant son choix, lança « Quelque chose de simple, j'espère? Du Mozart pour débutants, peut-être ?» Ses étudiants ricanèrent, mais Claire les ignora. « Je vais jouer du Debussy », annonça-t-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. « Clair de lune. » Victor ricana. « Un peu cliché, non? » Elle ne répondit pas. Ses doigts effleurèrent les touches et les premières notes s'élevèrent, délicates comme un rayon de lune sur une mer calme. La salle, bruyante un instant plus tôt, se tut. Claire ne jouait pas comme on le faisait souvent, avec une sentimentalité exagérée. Elle insufflait à la pièce une clarté, une honnêteté émotionnelle qui rendait le morceau familier à la fois nouveau et intemporel. Sa nervosité initiale s'évanouit. Elle ne jouait ni pour Victor, ni pour les riches mécènes, ni même pour elle-même. Elle jouait pour sa mère, qui avait tout donné, pour ses élèves, qui trouvaient de la joie dans des mélodies simples, pour tous ceux qui avaient été diminués ou ignorés. Chaque phrase racontait une histoire de perte, de résilience, de rêve mis en attente mais jamais abandonné. Quand elle atteignit le climax du morceau, ses doigts tirant un son riche et vibrant du Steinway, elle ouvrit les yeux. La salle avait changé. Les invités, figés, semblaient suspendus dans le temps. Les serveurs, plateaux en main, avaient cessé de bouger. Même Victor, son sourire narquois, envolé, la fixait avec une expression indéchiffrable. Surprise, peut-être, ou le début d'un respect réticent. Eleanor souriait, les yeux brillants. Sarah, au bord des larmes, rayonnait de fierté.
Mais Claire n'avait pas fini. Sans pause, elle enchaîna avec l'étude révolutionnaire de Chopin, l'un des morceaux les plus exigeants du répertoire. Le passage d'ouverture, un torrent de notes dans la main gauche, éclata comme un coup de tonnerre, faisant reculer plusieurs invités sous l'effet de la surprise. Ce n'était plus la serveuse discrète en cardigan beige. C'était une force vive, une tempête musicale. Ses doigts naviguaient les complexités de l'étude, les rapides doubles croches, les rythmes croisés, les motifs exigeants, avec une aisance qui défiait ses années d'absence des scènes. Mais ce n'était pas seulement sa maîtrise technique qui captivait la salle. Claire jouait avec une authenticité brute, chaque note chargée de sa propre révolution silencieuse, contre les circonstances, contre le mépris, contre l'idée qu'elle ne serait jamais assez. Les étudiants de Victor échangeaient des regards incrédules. Leur professeur avait qualifié cette femme d'amateur, et pourtant, elle exécutait un morceau d'une difficulté extrême, avec une virtuosité qui rivalisait avec la leur, voire la surpassait. Une jeune étudiante, qui avait ricané plus tôt, observait maintenant les mains de Claire avec une admiration non dissimulée. Victor, lui, restait immobile, les bras ballants, le teint pâle. Eleanor s'approcha de lui. Toujours convaincue qu'elle devrait se limiter à Au clair de la lune, murmura-t-elle, un sourire en coin. Claire, elle, était ailleurs. Elle avait atteint cet état rare où musiciens, instruments et œuvres ne font qu'un, où la pensée s'efface au profit de l'expression pure. Ses années d'enseignement avaient affiné sa musicalité, lui apprenant à trouver du sens dans la simplicité, à transmettre l'émotion avant la perfection. Une mèche auburn s'échappa de son chignon, tombant sur son visage. Elle ne la repoussa pas, refusant de briser sa connexion avec la musique. Quand elle aborda la conclusion de l'étude, elle leva les yeux. La salle entière était suspendue à son jeu. Les serveurs, les donateurs, les membres du conseil d'administration, tous unis dans une attention absolue. Les dernières notes résonnèrent, triomphantes, et Claire relâcha les touches. Le son s'attarda dans l'acoustique parfaite de la salle, puis le silence s'installa, lourd et sacré. Soudain, une vague d'applaudissements éclata, si soudaine qu'elle en était presque assourdissante. Les invités se levèrent d'un bond, abandonnant toute retenue aristocratique. « Bravo! » cria quelqu'un, déclenchant une cascade d'exclamations similaires. Claire, encore assise, cligna des yeux, submergée. Elle n'avait pas joué pour les applaudissements, mais pour la vérité. Pourtant, cette reconnaissance, si inattendue, la bouleversait. Eleanor rayonnait de satisfaction. Sarah sautillait comme une adolescente, oubliant son rôle de coordinatrice. Même le responsable du traiteur, bouche bée, semblait avoir oublié sa colère. Seul Victor restait immobile, son visage un mélange complexe de choc, d'incrédulité et, peut-être, d'un embryon de respect. Claire se leva, lissa sa robe, replaça la mèche rebelle derrière son oreille. Elle s'inclina modestement, peu habituée à ce geste après tant d'années. L'ovation ne faiblissait pas. Les invités qui l'avaient ignorée toute la soirée se pressaient maintenant autour d'elle, lui tendant des cartes de visite, posant des questions. « C'était extraordinaire !» déclara un homme en smoking, les cheveux argentés. « J'ai entendu ce morceau dans le monde entier, mais jamais avec une telle authenticité. Êtes-vous affilié à une institution? » « J'enseigne à l'école Fillmore, » répondit Claire, encore étourdie. « Pour les enfants. » La femme à ses côtés, couverte de diamants, fronça les sourcils, perplexe. « Pour les enfants. » À travers la foule, Claire aperçut Victor. Il se tenait à l'écart, son arrogance remplacée par une étrange immobilité. Leurs regards se croisèrent, et il lui adressa un petit hochement de tête, presque imperceptible. Pas une excuse, mais une reconnaissance. Eleanor s'approcha, prenant son bras avec autorité. « Laissez-la respirer, voyons. Mademoiselle Harper n'est pas venue pour être assaillie. »
Elle l'entraîna dans un coin plus calme. « Vous cachiez un sacré don, ma chère. »« Pas caché, » corrigea Claire doucement. « Juste vécu autrement. » Eleanor l'étudia, les yeux plissés. « Et ce soir, cela change-t-il vos projets? » Avant que Claire ne puisse répondre, Victor s'approcha, la foule s'écartant pour lui. « Mademoiselle Harper, » dit-il, sa voix maîtrisée mais tendue. « C'était inattendu. Vous avez un don remarquable qui mérite d'être cultivé. Nous devrions discuter de votre avenir. » Il lui tendit sa carte. « Mon bureau, demain. » Claire regarda la carte, puis lui. « J'ai déjà cultivé mon don, Monsieur Reynolds. Mais merci. » Sa réponse, calme et assurée, le laissa sans voix. La deuxième fois ce soir-là qu'elle accomplissait cet exploit. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Claire bascula. Une vidéo de sa performance, filmée par un donateur, devint virale dans les cercles musicaux. Le San Francisco Chronicle publia un article intitulé « Virtuose cachée, la serveuse qui a stupéfié la symphonie ». Les offres affluèrent. Concerts, postes dans des conservatoires, contrats avec des labels. Mais Claire resta fidèle à elle-même. Elle accepta un poste à temps partiel au conservatoire pour enseigner aux étudiants avancés, tout en continuant à Fillmore. Elle donna quelques récitals, dont un concert caritatif pour financer l'éducation musicale dans les quartiers défavorisés. Lorsqu'un journaliste lui demanda pourquoi elle n'avait pas poursuivi une carrière professionnelle plus tôt, elle sourit. « La vie m'a menée ailleurs, mais je n'ai jamais cessé d'être musicienne, que quelqu'un m'écoute ou non. » Victor, à sa manière, devint l'un de ses soutiens, bien qu'il garde une distance professionnelle. 6 mois plus tard, Claire se produisit dans la même salle, devant un public à guichet fermé. Au premier rang, ses élèves de Fillmore, habillés de leurs plus beaux vêtements, rayonnaient de fierté. Elle portait son cardigan beige, désormais emblématique, sur une robe noire élégante, un rappel de ses origines et de son authenticité. Avant de jouer, elle s'adressa à la salle. « La musique n'est pas une question de titres ou de prestige, c'est parler avec vérité à travers le son. Ne laissez jamais personne vous dire que votre voix ne mérite pas d'être entendue. » Puis elle joua, non pour impressionner, mais pour connecter, comme elle l'avait toujours fait. Son histoire nous rappelle que le talent extraordinaire se cache souvent là où on l'attend le moins. Avez-vous déjà été sous-estimé ou découvert un génie insoupçonné chez quelqu'un? Partagez vos histoires. Depuis San Francisco, Boston ou ailleurs, votre soutien nous aide à raconter ces récits qui célèbrent le potentiel humain. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes et souvenez-vous, le vrai talent n'a jamais besoin de se proclamer.